Nouveau rendez-vous de l'information sur Eden TV au sommaire de cette édition. Visite au Bénin ce mardi de Jens Froelich Holt, secrétaire d'État norvégien. Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Norvège et le Bénin. Le compte rendu est à suivre dans ce journal. Dans la gestion d'un éventuel contentieux électoral, la Cour constitutionnelle saura-t-elle être impartiale quand on sait qu'elle est dirigée par un ancien ministre du pouvoir en place? Vous suivrez l'avis de quelques analystes à ce propos dans ce journal. Environ 500 personnes ont participé mardi à Kinshasa à une messe à la mémoire des personnes ayant trouvé la mort lors des marches anti-Kabila de fin 2017-2018. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci de préférer Eden TV pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le secrétaire d'État norvégien Jens Froelich Holt est arrivé au Bénin ce mardi. Une visite de travail qui a permis de passer en revue les axes de coopération entre le Bénin et la Norvège et la prise de certaines décisions. Laurent Roland-Tonneikes et Fréjus Fiorci pour le compte-rendu. C'est pour donner une suite à la visite officielle du président Patrice Talon en Norvège du 7 au 9 novembre 2018 et la visite de travail de l'ambassadeur plénipotentiaire de la Norvège au Bénin le 11 décembre dernier que Jens Froelich Holt, secrétaire d'État auprès du ministre norvégien des Affaires étrangères, est arrivé dans l'après-midi de ce mardi 29 janvier 2019 au Bénin. Au cours de sa visite, il a eu une séance de travail avec certains ministres et directeurs généraux sur plusieurs sujets de coopération. Au thème de la séance de travail, le secrétaire d'État norvégien et le ministre Aurélien Agbenonchi ont animé une conférence de presse. Nous voyons que la compagnie norvégienne s'engage au Bénin. Et s'engage surtout dans le secteur comme l'énergie renouvelable et du secteur pétrolier. Une délégation économique et commerciale d'hommes d'affaires norvégiennes est prévue pour avril. Nous sommes aussi sur le pied d'ouvrir un consulat honoraire à Cotonou, ce qui va aussi profiter de la coopération économique. Nous avons eu de bonnes relations de la coopération future. Cela inclut l'économie bleue et aussi l'éligibilité du Bénin au programme Oil for Development. À cet effet, une mission du secrétariat du programme Oil for Development sera au Bénin en mars prochain. Le secrétaire d'État norvégien Jens Froelich Holt a par ailleurs remercié le gouvernement béninois pour les décisions prises. Il espère que les relations entre les deux pays vont continuer et s'élargir à d'autres secteurs. Nous avons passé en revue divers secteurs. Nous avons parlé bien sûr de SEME. Nous avons parlé de notre coopération dans le domaine de l'économie bleue. J'ai indiqué au ministre que le Bénin s'engage fortement pour signer avec eux la déclaration pour lutter contre le crime dans le domaine de la pêche qui a été adoptée lors d'une réunion qui a eu lieu à Copenhague l'année dernière. Je veux dire aussi que toute la dynamique autour de l'économie bleue, de la protection des océans, c'est une dynamique qui pour nous est importante et sur laquelle nous allons poursuivre notre travail. J'ai également au cours de cette séance demandé que la Norvège nous soutienne dans un certain nombre d'initiatives que nous allons prendre sur le plan international, dans la conquête que nous souhaitons faire de certaines fonctions sur le plan international. Les ministres qui ont participé à cette séance de travail ont chacun dans leur secteur exprimé leurs préoccupations et leurs attentes. Occasion pour Aurélien Agbenonchi de réaffirmer le soutien du Bénin à la Norvège pour son admission comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2021-2022. Le gouvernement norvégien a par ailleurs approuvé l'ouverture d'un consulat au Bénin et la nomination du premier consul honoraire en la personne de Huguette Bokwe Nyankadja. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mario Dila Tanasso, a procédé au lancement de l'atelier de validation de la revue du plan annuel du travail annuel du ministère de l'Enseignement supérieur ce mardi 29 janvier 2019. Cet atelier qui s'est achevé ce mercredi s'est déroulé pendant 2 jours en présence des directeurs techniques centraux et d'autres cadres du dit ministère. Compte rendu avec Frédéric Espoir Oumar.
Mambou et Romaric Devauché. Liés à cet atelier multidimensionnel de 48 heures, les responsables et cadres à divers niveaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique auront à plancher sur 3 différents points. De disséminer le plan stratégique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour la période 2018-2022. De valider le rapport de performance de l'exercice 2017 et d'échanger entre acteurs de la chaîne des dépenses sur la gestion faite du budget exercice 2018 du sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En ce qui concerne le plan stratégique dont les grandes lignes seront dévoilées aux participants ici, son élaboration est intervenue pour mieux restructurer la gestion des flux au sein du ministère. Afin d'apporter des réponses urgentes et efficaces aux problèmes structurels, notamment à ceux relatifs à la gestion des flux, à l'inadéquation entre les offres de formation et les besoins du développement, à la faible contribution des résultats de la recherche au développement économique du Bénin et à toutes les questions de gouvernance du sous-secteur, un nouveau plan stratégique a été élaboré et validé dans l'année 2018. Ainsi donc, le présent atelier permettra de lever le voile sur les grandes lignes de ce plan. Cette assise sera aussi l'occasion de se pencher sur le plan annuel de travail de l'année écoulée qui a connu une légère baisse du taux de réalisation des objectifs à atteindre. En dépit des nombreuses contraintes qui ont menacé l'équilibre de l'édifice, les 12 derniers mois ont connu des réalisations significatives de l'ordre de 74,02% en taux physique contre 86,17% en 2017. Quant au taux de réalisation financière, il s'élève à 73,88% base engagement et 61,73% base ordonnancement, contre respectivement 67,55% et 71,35% en 2017. Il s'agira de trouver et de lever les écueils et autres goulots d'étranglement qui ont plombé les performances d'une part et d'activer de nouvelles stratégies pour des résultats plus subséquents pour l'année 2019. Le présent atelier permettra également de partager entre nous les observations des différents comités d'examen du plan de travail annuel 2019 et de nous approprier les objectifs qui sont assignés à notre ministère pour cette année. Cet atelier multidimensionnel est sans doute une pause pour les directeurs techniques et centraux, les gestionnaires de crédit, les points focaux ici réunis et autres acteurs de se ressourcer pour mieux aller à l'assaut de nouveaux défis qui se dressent sur leur chemin. Vous le savez, tous les candidats aux législatives d'avril 2019 devront fournir une pièce indispensable à leur dossier, le quitus fiscal, une pièce dont beaucoup ne cernent pas encore la portée et la compréhension. Que comprendre alors du quitus fiscal et comment l'obtenir? Élément de réponse à travers ces explications de Jérôme Stéphane Tora, analyste financier et contrôleur de gestion. Il est au micro de Samson Roquet et de Denis Marouya. Le terme de quitus fiscal, il faut déjà partir de quitus. Le quitus, généralement en finance, est un certificat ou un jugement par lequel la personne responsable est déclarée quitte. D'accord. Maintenant, dans le domaine de la fiscalité, le quitus fiscal, c'est ce document-là que l'administration des impôts vous délivre lorsque votre situation est pour prouver la régularité de votre situation par rapport à l'assiette et au recouvrement des impôts, que ce soit les impôts directs ou indirects. En un mot, le quitus fiscal justifie de ce que vous payez régulièrement vos impôts. Pour avoir son quitus fiscal, il faut déjà partir de l'obtention d'identifiant fiscal unique, ce que nous appelons généralement IFU. Vous allez voir que depuis pratiquement 2008, oui, et il y a un nouveau modèle
d'identification qui est en train d'être mise en place en remplaçant l'ancien numéro d'identification, le numéro INSAE. Et pour obtenir ce numéro d'identifiant fiscal unique, il faut d'abord faire une demande. Vous faites une demande que vous adressez au directeur général des impôts. Et cette demande-là est accompagnée de quelques pièces. Avec votre photo, une photo d'identité et votre acte de naissance, copie de votre acte de naissance, de votre pièce d'identité, acte de naissance, pièce d'identité ou passeport. Et l'administration vous délivre ce numéro fiscal unique là. Maintenant, de plus en plus, ça se passe en ligne, directement en ligne. Donc, vous n'avez plus à produire la documentation. Vous êtes chez vous, vous allez sur la plateforme ifu.impôt.bj et vous donnez les renseignements. Directement, vous avez votre IFU qui vous est généré. Lorsque vous avez le numéro IFU, soit vous allez pour créer si vous n'en avez pas. Maintenant, lorsque vous disposez de ce numéro IFU là, vous allez également produire une demande par rapport au quitus fiscal. Vous demandez votre quitus fiscal. Donc, vous vous associez à ce numéro IFU et les justifs de ce que vous êtes à jour par rapport aux impôts. Les impôts éventuellement que vous avez payés. Si vous n'en avez rien qui demande à ce que vous payez des impôts, donc vous faites la demande et on vous délivre votre quitus fiscal. Mais si vous avez des choses qui demandent, qui sont assujetties à certains impôts que vous avez éventuellement libérés, alors vous produisez les quittances de ces impôts payés là, plus la demande et l'administration au niveau des services de gestion, que ce soit au niveau de la recette, au niveau des services d'assiette et au niveau même de la direction, du directeur même, contrôle la procédure et vous délivre votre quitus fiscal. Je l'annonçais en titre, toujours dans le cadre des élections législatives d'avril 2019, la Cour constitutionnelle aura peut-être à faire face à un éventuel contentieux électoral. Si l'on sait que cette institution est présidée par un ancien ministre du gouvernement, peut-on espérer des décisions plutôt impartiales dans la gestion d'un contentieux électoral au cas où il surviendrait? Nous avons recueilli à ce propos les avis de quelques analystes politiques que je vous invite à suivre. Définie comme l'opération qui vise à régler les litiges mettant en cause la régularité des processus électoraux et susceptible d'être soumis aux juridictions compétentes, le contentieux électoral est géré par la Cour constitutionnelle au Bénin. Une institution présidée aujourd'hui par un proche du président de la République, Patrice Talon, pour avoir été son avocat, son homme de main pendant la précédente présidentielle, puis son ministre de la Justice. Il s'agit de Maître Joseph Djogbeno. Cette proximité, ajoutée à un code électoral à polémique, doublée de la participation aux législatives de plusieurs blocs pro-gouvernementaux, suscite des spéculations sur l'impartialité de la Cour constitutionnelle dans la gestion d'un probable contentieux électoral. Pour Suleiman Koto-Yerima, acteur de la société civile, et Raoul Roussounou, journaliste politique, la Cour Djogbeno a un rendez-vous avec l'histoire et devra jouer son rôle conformément aux tests de la République. Le professeur Joseph Djogbeno, président de la Cour constitutionnelle, doit pouvoir jouer le rôle qui est le sien pour que nous ayons l'apaisement nécessaire. Et jouer le rôle qui est le sien, c'est d'abord veiller à ce que ce soit le droit qui soit dit, que ce soit les tests qu'on a prévus qui soient vraiment appliqués lors des décisions qu'ils vont prendre. Et lorsque nous parlons des tests qui sont là aujourd'hui, c'est le code électoral. Puisque c'est ça qui définit la matière électorale, le travail qu'ils auront à faire, c'est à travers ce code électoral-là. Leur interprétation ne doit pas être objet de subjectivité. Ils doivent veiller à ce que l'analyse juridique qui doit être faite des différents articles de ces tests-là puisse être les plus objectifs possibles, de sorte à ce que les décisions qui sortent au terme du contentieux électoral soient des décisions acceptées. Parce que
Et s'il ne veille pas à ce que ça soit ça, s'il laisse la subjectivité prendre le pas, s'il laisse les anciennes relations qu'il avait avec le pouvoir en place prendre le dessus, le risque qu'on encourt, c'est qu'on n'ait plus de république. Dame Constance Ouensou, qui a été présidente de la Cour constitutionnelle, l'une des femmes quand même qui ont marqué l'histoire de cette institution, elle a été ministre de Kérékou avant d'être présidente de la Cour constitutionnelle. Donc c'est pour dire, c'est pas la personne de Diogbenou qui gérera le contentieux électoral, c'est une institution. Et je crois que nous sommes en démocratie et le respect de nos institutions, c'est ça d'abord qui est la base de notre démocratie. La Cour constitutionnelle a donc un grand défi à relever. S'il loupe le coche actuellement, c'est que l'ensemble du processus par la suite va être entaché et leur crédibilité sera mise en œuvre. Ils doivent veiller à ce que les influences extérieures qu'ils vont recevoir, les pressions qui peuvent venir du sommet de la République soient évitées au maximum de manière à ce que les décisions soient les décisions acceptées. Il n'a pas à faire autre chose. Nous, on lui demande qu'il nous applique la loi. Le reste, il peut avoir des difficultés avec ses relations particulières avec les uns et les autres, mais il aurait au moins appliqué la loi et sauvegarder la paix au niveau de notre pays. Moi, j'ai foi parce que c'est des personnalités d'un certain niveau quand même qui ont un sens républicain qui ont été choisis. Il y a eu des décisions de cette Cour qui n'ont pas été en faveur. Oui, des décisions de cette Cour qui n'ont pas été en faveur de ce pouvoir-là. Donc, moi, je crois que le travail se fera. Et s'il est ainsi fait, la Cour Diogbenou maintiendra le Bénin sur la liste des grandes démocraties en Afrique et dans le monde. Fixées pour le 28 avril 2019, les élections législatives au Bénin sont régies par des dispositions légales que le législateur a instaurées afin d'organiser ces échéances électorales. Quelles sont alors les sanctions prévues en cas de violation des dispositions légales et qui est habilité à exercer l'action répressive? Suivez les explications de Landry Angelo. Adélacon, il est juriste. Généralement, c'est le procureur de la République qui peut s'auto-saisir de la violation qu'il aurait constatée. Mais également, le code électoral permet à tout électeur, c'est-à-dire quoi, à tout citoyen qui a la capacité déjà d'élire, de voter, de remplir ce droit constitutionnel. De façon générale, la sanction va de 1 an à 2 ans d'emprisonnement avec une amende allant de 500 000 francs à 1 million. Ça, c'est pour les questions de violation d'ordre général. Maintenant, il y a d'autres violations quand on interdit déjà l'utilisation des moyens de l'État, quand on interdit l'utilisation des moyens des personnes publiques, des organismes publics, des structures de l'État, quand on interdit, par exemple, l'utilisation des affiches et autres. Donc, dans ces cas, la sanction n'est pas toujours la même, mais il faut dire que la sanction pas également de 1 an à 2 ans en ce qui concerne les questions d'emprisonnement, mais en ce qui concerne l'amende, là, il faut dire que là, nous allons de 1 million à 5 millions. L'opposition béninoise affrontera les législatives avec 2 blocs, l'USL et les FCBE, une décision diversement appréciée par les citoyens béninois. On écoute quelques-uns au micro de Carole Olaye et Fréjus Sofiassi. C'est la bonne option, ça. C'est la bonne option. C'est ça là, cette option de l'opposition de prendre 2 blocs qui règle la question de l'article 242. C'est ça qui règle, parce que l'article est clair. Quand on n'aura pas 4 listes ayant obtenu 10% au plan national, alors là, les autres blocs qui n'ayant pas obtenu 10% peuvent aller à la compétition de l'attribution des sièges. Maintenant, si l'opposition gagne les 2 blocs et que la mouvance aussi gagne les 2 blocs, ce qui est sûr, les 4 blocs là auront les 10%. Donc ça veut dire que la loi qu'eux-mêmes ont votée, le piège qu'ils ont mis dedans, ils tombent allègrement dedans. Et c'est ça la politique. Si nous prenons le bloc, le bloc des opposants, c'est que le peuple comprend aujourd'hui qu'il veut s'unir pour détruire l'avenir du pays. Donc, à cet effet, moi, ce que j'ai dit tout simplement, c'est que leurs blocs ne vont pas les avantager. Parce que pourquoi? S'ils faisaient un bloc
Il faut avoir 10% sur le plan national. C'est qu'on ne veut plus voir aujourd'hui le député d'une seule région. Même ceux-là même qui ont voté cette loi ne maîtrisent pas cette loi. Donc l'opposition a compris la stratégie et a décidé de faire 2 blocs, FCBE et USL, pour contrecarrer toutes les vigilances, toutes les ruses, toute la rage de cette rupture pour pouvoir, je vous en prie, redorer le blason de notre Assemblée nationale qui n'a pas joué franchement le rôle que notre Constitution lui a dévolu. C'est vrai, ils ne vont pas faire piètre figure. Ils ne vont pas faire piètre figure, mais c'est mieux pour eux de faire un bloc. Parce qu'eux-mêmes, ils ont étudié sur le terrain, ils ont vu que c'est un bloc qui les arrange. Mais pour les problèmes de positionnement, de logo, en tout cas, il n'y a pas eu de concessions. Les gens n'ont pas voulu faire des concessions. Et c'est ça, ils vont en 2 blocs, mais malgré eux. C'est malgré eux. Parce que ceux qui sont en face, attention, ce n'est pas des moindres. Ces mouvanciers, ils sont bien assis et ils sont sur le terrain. Eux, ils travaillent déjà depuis. Mais ceux-là, ils sont en train de tergiverser. Si l'opposition est en train d'envisager une liste unique, moi, je savais en connaître que ça ne marchera pas. Parce qu'avec une code, que les initiateurs de ce code même ne comprennent pas ce qu'ils ont voté, ce qu'ils ont en face comme code, donc l'opposition ne peut même pas avoir une liste. Parce que le code qui dit 10%, et le code qui dit encore que s'il y a 4 blocs, donc on ne peut plus appliquer les 10%. Donc avec ces gymnastiques de français, moi je vois que l'opposition doit aller jusqu'à 2 blocs. Moi je suis pour ces 2 blocs. Allons à présent au carrefour abattoir dans la ville de Cotonou où la population vit dans un milieu insalubre, une situation qui a des conséquences au plan sanitaire et qui peine à trouver de solutions malgré les nombreuses dénonciations et appels lancés par la population à l'endroit de la mairie de Cotonou. C'est Carole Olaye et Denis Maroya qui ont fait le constat. Je vous invite à suivre. Carrefour abattoir. Premier carrefour de Cotonou, ville vitrine du Bénin en venant de la commune de Semenkodji. Ici, à côté de ce grand immeuble qui attire l'attention, un phénomène ne passe pas inaperçu. Un dépotoir sauvage naissant, situé non loin d'une école et de quelques activités commerciales. Pour les vendeuses et le chef quartier Finagnon, cette insalubrité est due à la mauvaise foi des habitants du quartier qui viennent nuitamment y jeter les ordures ménagères. Moi, je vends ici et quand même, tous les samedis, on balaye ici, tous les samedis. Maintenant, là, si on refuse de ne pas jeter les tas d'ordures ici, là, ils viennent jeter ici. Alors qu'il y a école là, les enfants viennent à l'école là, ne sont pas bons. Les mesures que nous prenons pour sécuriser l'endroit là, les gens la nuit viennent déposer des ordures. C'est dû à plusieurs raisons. Premièrement, vous savez, il y a le point de dépotoir où on devait accueillir les ordures ménagères sorties des maisons, ramassées par les ONG. Donc à un moment donné, les ONG sont devenues pratiquement, je sais pas moi, sont défaillantes. Je dis ça tel qu'il est. Sont défaillantes et c'est bien que les ordures ne sont pas souvent ramassées. Que ce soit le chef quartier et moi-même, nous prenons les secrétaires publics et ils gongossent pour dire de ne pas verser les ordures là. Parce que d'abord, ça nous rend malades nous-mêmes d'abord, n'est-ce pas? Mais vous savez ce que ça vaut au Bénin aujourd'hui. Ce domaine, autrefois occupé par des chauffeurs qui venaient garer leurs véhicules, était entretenu par ces derniers. Mais depuis qu'ils ont été conviés à déserter les lieux, l'espace est sans entretien et végète dans la malpropreté. Avant, c'était nous qui travaillions ici, on ramasse les ordures. Chaque samedi, on fait le travail. Quand le Tobola est arrivé, il nous a chassés du terrain et nous sommes obligés de rentrer dans l'avant pour garer nos bâchers. De là, nous on a laissé, parce que quand nous on était là, personne ne vient verser les ordures ici. Il est vrai qu'avant, il y avait la campagne d'instabilité que moi-même je présidais. Mais à un moment donné, on a baissé les bras et puis le quartier devient comme ça. C'est ici que devait être construit le marché de Finagnon.
Mais depuis 2002 et après la réalisation de quelques études, ce projet est resté dans l'oubli. Mais dès lors que l'État aussi a pris ça en charge et que l'endroit est sécurisé, je crois que si même on n'était pas prêt, à mon avis, si on n'était pas prêt pour construire le marché, c'est qu'on doit mettre un certain nombre de sécurité autour. Les forces que nous avons au niveau du conseil local ne suffisaient pratiquement plus pour sécuriser ça. Je ne sais pas si on n'a pas les moyens de recruter des gardiens pour pouvoir sécuriser la zone. Exaspérés par l'état insalubre des lieux, certains habitants en appellent aux autorités à divers niveaux de la mairie de Cotonou. Alors à présent, République démocratique du Congo, où environ 500 personnes ont participé mardi à Kinshasa à une messe à la mémoire des personnes ayant trouvé la mort lors des marches anti-Kabila de fin 2017-2018 à l'appel d'un collectif catholique qui, à l'occasion, a invité le président Félix Tshisekedi à réorganiser la commission électorale Sénat de la République démocratique du Congo. Les noms des 15 personnes tuées pendant la répression des 3 mars ont été cités et la mémoire d'autres disparus et victimes anonymes évoquées. Les membres des familles des victimes ont été longuement acclamés par l'assistance. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes en compagnie de Eden TV.